Bon, nous avons le plaisir d'être en compagnie du professeur François Carré, qui est professeur de cardiologie au CHU de Rennes et particulièrement intéressé par tout ce qui concerne le sport et ses liens avec la cardiologie, la pathologie cardiovasculaire. Bonjour. Enchanté. Donc là, vous avez présenté une communication sur les troubles de la repolarisation chez les sportifs. Alors, est-ce que, pour y voir clair, est-ce qu'on peut procéder pas à pas et d'abord voir quels sont les troubles concernés ? Oui, les troubles de la polarisation posent toujours un problème puisque la plupart des cardiopathies ont des troubles de polarisation et le sport intense modifie la repolarisation. Donc, est-ce que c'est lié au sport ou est-ce que c'est lié à une cardiopathie à risque lors de la pratique sportive ? J'aurais tendance à dire, d'où l'intérêt de le faire avant, de façon à avoir une référence. Absolument, c'est pour ça que la visite de non-contre-indication et que les recommandations européennes et de la Société française de cardiologie recommandent un électrocardiogramme de repos dans la visite de non-contre-indication pour le sport en compétition. En compétition, donc c'est pas pour tout le monde, on insiste bien, c'est pas systématique pour tout le monde. Non, c'est un point important puisque pour nous, la compétition, c'est je m'entraîne beaucoup pour avoir la meilleure performance possible. Donc c'est pour des gens qui vraiment vont au bout du bout dans le sport. D'accord, on est bien clair sur l'indication. Ensuite, quels sont les différents types de troubles de la repolarisation qu'on peut rencontrer et qui posent problème et qu'on verra en détail les uns après les autres? Alors les principaux troubles, ceux qui ne posent aucun problème, c'est la repolarisation précoce. Aujourd'hui, repolarisation précoce sans symptômes, on fait ce qu'on veut. Ensuite, il y a ceux qui peuvent poser un problème sérieux, c'est les ondes T négatives. Et à côté des ondes T négatives, il peut y avoir des formes qui peuvent être un petit peu plus tempérées, si je peux dire. Repolarisation précoce, pour l'évacuer, puisqu'apparemment ce n'est pas un gros problème, c'est quelque chose qui a été démontré en France, l'intérêt ou la suspicion d'intérêt rythmique. Oui, parce que dans la repolarisation précoce, on a la repolarisation précoce banale qui est plus fréquente chez l'athlète, mais il y a aussi, vous savez, cette repolarisation précoce que le professeur Essaguer avait décrit comme un risque. En fait, c'est plus un syndrome des ondes J, c'est un sus-décalage du point J. Eh bien, on sait aujourd'hui qu'il n'y a pas de contre-indication à la pratique du sport en compétition quand on a ce syndrome des ondes J, bien sûr chez des gens asymptomatiques. Si des gens ont eu des syncopes, là, c'est un autre problème. Et en France comme ailleurs. C'est important de le rappeler parce qu'on a toujours cette publication en tête, on en parle beaucoup parce que c'est français, et finalement, c'est peut-être pas inutile de le redire. Ensuite, si on laisse tomber ce problème-là parce que c'est pas un gros problème, on arrive aux anomalies de l'onde T, onde T négative, je suppose. Oui, alors les ondes T négatives posent un grand problème parce que de toute façon, d'avoir des ondes T négatives, en dehors, je le répète bien sûr, de V1, de D3 et d'AVR comme dérivation, où là c'est classique, eh bien ce n'est pas normal. Après, le problème du sportif, c'est que ce qui n'est pas normal n'est pas forcément pathologique. Donc c'est là où il va falloir faire un petit effort. Dès qu'on a un sous-décalage du segment ST isolé ou associé à des ondes T négatives, ou bien un segment ST isoélectrique avec des ondes T négatives, en dehors, je le répète, de V1 à VR D3, il faut se poser des questions. Le sport ne négative pas les ondes T. Donc il va falloir vraiment les explorer complètement. Donc, message fort, le sport ne négative pas les ondes T, c'est rassurant. On dit quand on a ce signe, on est sûr qu'on va chercher quelque chose de pathologique. Alors, comment aller plus loin ? Je suppose qu'on fait une échographie ? Oui, absolument. Le premier examen, l'examen de première intention, c'est l'échocardiographie. Mais il faut savoir, et un travail de Frédéric Schnell dans notre équipe l'a montré, que l'échocardiographie, ce n'est pas parce qu'elle est normale sur des ondes T négatives qu'il n'y a rien. Donc en deuxième intention, l'IRM est indispensable. Et là, j'insiste, échocardiogramme normal avec ondes T négatives impose IRM pour la pratique du sport en compétition. Je vais faire simpliste, qu'est-ce qu'on trouve ? Alors ce qu'on trouve principalement dans le travail sur nos 155 athlètes qui ont été explorés, c'est les cardiomyopathies hypertrophiques. Ensuite surviennent les myocardites. Et puis après, on peut avoir des non-compactions du ventricule gauche, on peut avoir des cardiopathies dilatées débutantes, qui sont les causes principales des pathologies qu'on a retrouvées. Admettons qu'on ne trouve rien à l'écho, qu'on ne trouve rien à l'IRM. Est-ce que pour autant on dit bon, on laisse courir, ou est-ce qu'il faut repréconiser ces examens dans un certain délai ? Non, il ne faut absolument pas dire qu'on ne va pas surveiller le sportif en question. On va l'autoriser à continuer la compétition. Généralement, il est recommandé de faire aussi une épreuve d'effort et un halter, bien évidemment. Et ensuite, c'est le suivi. Parce que dans notre travail, on a montré qu'à 5 ans, alors qu'il n'y avait rien au départ,
dans un certain nombre de cas, on a eu des pathologies qui sont apparues, qui ont d'abord parfois été révélées par des accidents graves. Donc ça veut dire, ok, on laisse la pratique du sport en compétition avec une surveillance armée, on suit de très près ces sportifs de toute façon. Soit on trouve quelque chose et on prend les mesures qui s'imposent, soit on ne trouve rien et on ne baisse pas les bras, on n'oublie pas que ça existe et qu'il peut y avoir des signes ultérieurs. C'est bien ça. L'ONT, on a l'impression qu'il peut y avoir des anomalies physiologiques chez certaines personnes. Je pense aux Africains par exemple. Oui, vous avez entièrement raison. Chez les Afro-Caribéens, il peut y avoir des ondes T négatives. C'est une forme de repolarisation précoce. Alors là, j'insiste, la description est très simple. C'est une onde T négative précédée d'un segment ST surélevé en dôme. Donc c'est-à-dire qu'en fin de compte, on n'a pas de sous-décalage de ST, on n'a pas une ligne isoélectrique pour le segment ST, non, il est surélevé et il est suivi d'une onde T négative. Et ça se voit de V1 jusqu'à V4 chez les athlètes afro-caribéens. Chez un athlète caucasien, il va falloir faire le même bilan que l'on a vu tout à l'heure. Chez l'athlète afro-caribéen, ce n'est pas la peine de faire de bilan, on les laisse faire du sport. Pourquoi ? Parce que 25% de ces athlètes présentent cette anomalie. Donc une maladie avec une prévalence de 25%, et en plus nous maintenant on a beaucoup de suivi chez ces athlètes, ils n'ont jamais de problème. C'est une repolarisation précoce spécifique à leur origine. Donc on ne peut pas dire que l'arbre risque de cacher la forêt. Actuellement non, on n'a pas eu de cas en tout cas qui a été décrit montrant qu'il y avait une pathologie derrière cet aspect. Et quand on va un peu plus loin maintenant, la prolongation de l'intervalle QT. Oui, alors l'intervalle QT, c'est aussi un paramètre important. Le sport intense allonge le QT, c'est-à-dire que les normes de la population générale ne doivent pas être appliquées à la personne qui fait au moins 6 heures de sport par semaine. Il allonge en chronique, quoi. C'est pas un effet aigu. Absolument, absolument, en chronique, vous avez raison de préciser. Et en fin de compte, aujourd'hui, les normes, c'est 470 millisecondes en QT corrigé pour les hommes, athlètes, et 480 millisecondes en QT corrigé pour les femmes. Sinon, on verra beaucoup de QT longs chez les athlètes et il n'y a pas de raison qu'il y en ait autant. Et si je continue plus loin, on retombe sur l'onde P, on n'est plus dans les troubles de la repolarisation. Effectivement. Bon, d'autres choses à ajouter pour le mot de la fin ? Non, je pense que l'électrocardiogramme est vraiment indispensable et il ne faut pas s'inquiéter parce que c'est vrai que beaucoup de médecins, c'est souvent les généralistes qui font l'électrocardiogramme. Les signes dont on a parlé sont vraiment frappants. D'ailleurs, l'œil est tout de suite attiré par ces ondes T négatives. Donc ce n'est pas des petites ondes T un peu bizarres négatives, non, c'est vraiment des ondes T franchement négatives. Il faut retenir que le sport ne négative pas les ondes T. Et d'une façon générale, il y a des gens qui ne sont pas cardiologues, qui à juste titre font de l'électrocardiogramme quand même. Les cardiologues n'ont pas le monopole. Est-ce qu'ils doivent craindre justement des petites anomalies en dehors de celles-là, des petites anomalies un peu plus subtiles, un peu plus difficiles à mettre en évidence et qui peut leur faire passer à côté de quelque chose ? Dans la plupart des cas, non, parce que en fait, d'abord, il faut voir qu'il y a toujours une analyse automatique qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui est quand même relativement sécurisante. Et deuxièmement, les pathologies dont on a parlé sont des pathologies qui modifient vraiment l'électrocardiogramme. Les seuls points difficiles, ça va être par exemple des fois des Wolff-Parkinson-White un peu particuliers, le QT qui est limite supérieure. Mais à ce moment-là, ils demanderont l'avis du cardiologue qui va redresser la barre, mais c'est rare, très rare. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci. Au revoir.